sommes dans une mission importante qui est celle finalement de l'aménagement du territoire. Nous pensons, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, que le meilleur acteur de l'aménagement du territoire, c'est l'État. C'est l'État et pas celui de la Troisième République, Monsieur Marbeuf. Celui de la Cinquième, tout simplement, celle sous laquelle nous vivons il y a quelques années, quand l'État, lui, avait une véritable vision d'ensemble du territoire lorsqu'il créait des aéroports, des routes, et qu'il n'avait pas, comme aujourd'hui, abandonné cet aménagement du territoire à une multitude de collectivités, de petits marquis, de petits ducs, qui chacun veut avoir ses petits avantages. Alors, cette mission 1, car j'interviendrai sur le programme 101, prétend développer un aménagement équilibré, entre guillemets, garantissant la cohésion, la performance et la solidarité territoriale. Tous ces mots sont bien séduisants. Qui serait contre? Cependant, la politique qui est menée ne correspond pas à ces objectifs. Car nous sommes face, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, et c'est le moment de le faire dans cette mission, dans ce bordereau, c'est le moment de rappeler les profonds déséquilibres qui touchent notre territoire, comme d'ailleurs l'ensemble du territoire national, puisque ces fameux déséquilibres, ils sont très difficiles à cartographier, parce que ce serait trop rapide de dire qu'il y aurait finalement le centre-Bretagne qui serait abandonné et le reste, ce n'est pas tout à fait exact, parce que ces déséquilibres territoriaux, ils s'opèrent à toutes les échelles. Les étudiants en géographie et les professeurs de géographie comprennent bien ce que ça veut dire à toutes les échelles, y compris dans l'échelle, d'ailleurs, métropolitaine. Et cette fracture territoriale, elle s'aggrave. Je renverrai, je le fais une nouvelle fois parce que je pense que c'est un livre qu'il faut lire, et ce n'est pas quelqu'un du Rassemblement national, loin de là, Christophe Guilly, dans son ouvrage de référence « La France périphérique », je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cet ouvrage, il cite quasi exclusivement des exemples bretons. Apparemment, il aime beaucoup la Bretagne, et il s'appuie sur le territoire breton pour justifier sa thèse de la naissance de ces territoires périphériques que nous appelons au Rassemblement national les territoires oubliés par la classe politique. Le constat est le même. Nous constatons que dans une partie de nos territoires, à toutes les échelles, disais-je, on a des investissements publics en berne. Et là, je sais bien que ce n'est pas de la compétence du Conseil régional, mais nous devons constater comment l'État actuel, le gouvernement actuel, réduit sans cesse les services publics dans nos territoires. Et la mort d'un territoire, ça commence par la mort des services publics. Alors, nous avons ici voté des vœux, des résolutions, les uns les autres, dans d'autres assemblées, pour demander au gouvernement d'arrêter cette politique. Mais de fermer les gendarmeries, de fermer les trésoreries, de fermer les postes. Quand je vois tous ces maires des petites communes rurales qui ont déjà si peu de moyens dans leur budget, qui sont obligés, face au chantage de la Poste, de dire on va prendre dans un petit coin de la mairie la charge du maintien d'une activité postale. Mais ces gens du gouvernement qui font ça, permettez-moi de vous le dire, c'est un peu vos amis quand même. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait ici, dans cette majorité, beaucoup de gens qui se reconnaissaient dans l'action gouvernementale. Alors, comment n'agissez-vous pas concrètement auprès de nos gouvernants, des ministres, pour qu'ils cessent enfin la fermeture des services publics dans de très nombreuses zones rurales? Nous parlons beaucoup des centres-villes et des centres-bourgs qui meurent depuis une trentaine d'années. Pourquoi? Parce que, excusez-moi de vous le dire, chers collègues, mais l'immense majorité d'entre vous, dans vos responsabilités d'élus locaux, avez favorisé l'extension des zones périphériques. Car dans les commissions où vous siégez sur l'extension des zones commerciales périphériques, vous aviez la possibilité de vous y opposer. Mais sans cesse, vous avez favorisé cette extension des zones périphériques, dont on nous dit d'ailleurs aujourd'hui qu'elle grignote de la terre agricole, c'est vrai, mais elle a fait mourir les centres-villes. Alors, devant cette désertification des centres-bourgs, des centres-villes, on met en place des politiques sur lesquelles on communique énormément. Mais on communique énormément, mais dans la réalité, on fait très peu de choses. Revitaliser les centres-villes et les centres-bourgs, on entend ça partout. On entend ça ici, on entend ça dans les conseils municipaux,
Mais néanmoins, les crédits sont extrêmement insuffisants à cette politique. Parce qu'il faudrait, pour revitaliser ces centres-villes, ces centres-bourgs, ces activités commerciales de centralité, investir de l'argent beaucoup plus que vous le faites. 14 millions d'euros. Une goutte d'eau. Une goutte d'eau par rapport à l'immensité des besoins. À l'immensité des besoins. Et puis il faudrait ici aussi que l'ensemble des élus, des maires, des présidents de PCI cessent de favoriser l'extension des zones périphériques. Car à quoi bon consacrer de microcrédits à revitaliser de l'habitat ancien, à essayer de revitaliser du commerce qui ferme, si dans le même temps on augmente les superficies des grandes surfaces périphériques? Eh bien, non. À quoi servira-t-il de matraquer les automobilistes qui viennent dans les centres-bourgs et les centres-villes par une politique anti-voiture? Eh bien, les gens partiront sur les zones périphériques. Le choix de ces subventions, d'ailleurs, est de plus en plus critiqué. La Chambre de commerce et d'industrie de Bretagne devient de plus en plus critique vis-à-vis de ce dispositif. Elle estime qu'il y a une forme de détournement de l'enveloppe. En effet, celle-ci devrait bénéficier à la revitalisation des commerces de proximité, des centralités, et force est de constater qu'ils sont les grands oubliés des projets que vous subventionnez. Pendant ce temps, l'hypermétropolisation s'accélère. Alors, je l'ai déjà dit ici et je le répète pour qu'on me comprenne bien. L'hypermétropolisation n'est pas de la responsabilité essentielle de notre Assemblée et de votre politique. C'est un phénomène qu'on constate à l'échelle mondiale, à l'échelle continentale, à l'échelle nationale et à l'échelle régionale. La mondialisation ultralibérale, à laquelle une grande partie des groupes ici adhèrent, je le rappelle, favorise de fait la métropolisation. Parce que dans ce système de mondialisation ultralibérale, c'est les pôles les plus puissants qui captent les flux et les nouveaux flux. C'est comme ça. Mais le rôle de nos collectivités, le rôle de l'État français, le rôle du Conseil régional, c'est d'essayer de corriger cette hypermétropolisation qui est effectivement, comme disaient les libéraux, favorisée par la main invisible. Alors cette main invisible, je ne sais pas qui y a derrière, mais dans tous les cas, moi je sais que nous pouvons, nous au niveau de l'État ou au niveau du Conseil régional, essayer de contrarier cette hypermétropolisation. Et vous, je le regrette, nous l'avons vu dans le débat sur le SRADET, nous le revoyons dans cette mission 101, vos politiques, vos choix favorisent cette hypermétropolisation, alors que vous devriez la contrarier. Alors certes, quand vous vous déplacez sur le territoire, lorsque vous allez dans certains territoires ruraux, vous mettez en avant par une communication coûteuse « Mais non, nous nous occupons de la ruralité, nous occupons des centres-bourgs. » Mais dans la réalité, vos choix, c'est l'hypermétropolisation. Je suis tout à fait conscient qu'il ne peut y avoir de territoire prospère sans métropole. Si un territoire n'a pas une métropole puissante, c'est l'ensemble du territoire qui va péricliter. C'est important que la Bretagne ait Rennes. Ce serait aussi très important qu'elle ait aussi un peu plus de vitalité sur Brest. Mais cependant, notre rôle, c'est de contrebalancer cette hypermétropolisation. C'est de ne pas affaiblir Rennes, mais c'est de mettre en place, par des lignes budgétaires, une politique visant à contrebalancer l'hypermétropolisation. Nous avions parlé, nous, au Rassemblement national, il y a quelques années, au niveau de l'État, mais qui aurait pu être relayé par les régions, une sorte de plan Marshall pour les zones rurales. Un plan Marshall pour toutes ces zones qui souffrent. Oui, parce que dans ces territoires, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on y trouve la vraie pauvreté. Vous voyez, moi, je vis dans le pays de Fougères. Mais je peux vous dire que la vraie pauvreté, elle est là. Elle est là. Elle n'est pas dans ces quartiers prioritaires, entre guillemets, Madame Fortin. Ces quartiers prioritaires dont vous parlez, qui, eux, contrairement à ce que vous en dites, ont des services publics, ont des moyens de transport collectifs, ont des équipements sportifs et culturels. Alors que, vous voyez, par exemple, dans le canton d'Entrain, en Ille-et-Vilaine, qui est un des petits plus pauvres d'Ille-et-Vilaine, eh bien, les gens, les équipements sportifs, culturels, les moyens de transport, il n'y en a pas beaucoup. Et la vraie pauvreté, elle est là. Mais voyez, ces gens-là, comme disait Jacques Brel, ces gens-là, monsieur, ces gens-là, ils ne brûlent pas de voiture.
ces pauvres des zones rurales. Ils n'attaquent pas les gendarmes. Ils ne font pas de graffiti sur les bâtiments publics. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on s'intéresse moins à eux. Parce que j'en viens au dernier point de cette mission 101, votre politique de la ville, vos fameux quartiers prioritaires dont vous avez rappelé le nom et le chiffre, 12 en Bretagne. Votre politique de la ville, elle peut se résumer par un slogan. Plus on casse, plus on reçoit. Plus on brûle de voitures, plus on attaque la police. Plus on fait d'émeutes, plus on va avoir de subventions. À quoi sert de repeindre les façades en permanence si les gens continuent de raser les murs? Car c'est la vérité dans ces quartiers. Mais vous nous dites, oui, mais le conseil régional n'est pas l'acteur principal, n'est plus de cette politique de la ville. On y consacre quand même en Bretagne, ici, à la région, 14 millions d'euros. Et je le répète parce que je sais que ça fait grincer, ce matin, mes propos ont fait grincer des dents. Mais je le répète, je suis intimement persuadé que dans ces crédits de la politique de la ville, nous finançons des réseaux islamistes. Je le répète, je l'affirme, et je l'affirme de toutes mes forces. Et ça, c'est grave. Mais vous en porterez la responsabilité, vous et vos amis. Oui, je sais, ce n'est pas facile à entendre. La vérité n'est pas facile à entendre. Alors vous comprendrez que vos choix d'aménagement du territoire ne sont pas les nôtres. Vos quartiers prioritaires ne sont pas les nôtres. Vos choix politiques ne sont pas les nôtres. Vous soutenez l'immigration massive, je soutiens les Français.